Tu es sûr d'avoir vraiment vu ce film, ou tu as juste regardé sans tout capter? Parce que K-pop Demon Hunters, c'est le genre d'histoire qui passe devant toi comme une performance parfaite. Et quand ça se termine, tu penses « Waouh, c'était incroyable ». Mais il y a des détails tellement évidents, tellement en plein dans ta face, que la plupart d'entre nous les zappent à la première, à la deuxième et même à la troisième fois. Et le plus fou, c'est que quand tu finis par les remarquer, le film devient plus intelligent, plus triste et plus cruel, dans le meilleur sens possible. Alors, reste avec moi 5 petites minutes, parce que je vais te raconter les choses que tout le monde a ignorées dans K-pop Demon Hunters, et la dernière change complètement ta façon de comprendre la fin. Moi, c'est Léna, et cette vidéo est pour celles et ceux qui ont déjà vu le film, ok? Pas de contexte basique, ici. On passe direct en mode enquêtrice. Et je vais droit au but, parce que c'est pour ça que tu es là. Ce sont 5 choses qui étaient là depuis le début, sauf que le brillant de la scène, la musique et l'euphorie de fans nous empêchent de relier les points. La première chose que tout le monde ignore, c'est que la Honmoon n'est pas juste un joli pouvoir qui tourne dans l'air. C'est un thermomètre émotionnel de la communauté de fans. La Honmoon réagit à ce que ressent la foule et à ce que ressentent les filles, comme si c'était un organisme vivant, un vrai pont. Quand la honte, la peur et le jugement dominent, la connexion se fissure, s'affaiblit, devient instable. Quand la vérité est chantée, quand l'identité n'est plus cachée, la connexion revient, et elle ne revient pas pareille. Elle revient plus forte, plus large, plus complexe. C'est pour ça que la forme finale est aussi importante. Ce n'est pas un niveau supérieur de jeu vidéo, c'est un message visuel. C'est le film qui dit que la force ne vient pas de la perfection dorée, mais de l'honnêteté, des couches, des couleurs mélangées, de l'acceptation de ce qui était caché. Et laisse-moi te poser une question, parce que c'est essentiel. Si la Honmoon est la connexion entre le public et les chasseuses, tu te rends compte à quel point c'est dangereux aussi? Parce que ce qui relie peut protéger, mais ce qui relie peut aussi être manipulé. Et là, on arrive à la deuxième chose que presque tout le monde ignore. Le film te montre qui porte un masque et qui affronte la vérité, rien qu'avec les couleurs et l'esthétique. Ce n'est pas juste beaux costumes, c'est de la narration. Regarde comment les Saja Boys commencent avec une image facile à aimer, très commerciale, ce genre de perfection qui a l'air inoffensive. Mais petit à petit, tout chez eux s'assombrit. Leur présence devient plus lourde, leur intention devient plus évidente. Leur visuel cesse d'être juste idole pour devenir rituel. Pendant ce temps, une TRX suit le chemin inverse. Plus le film les bouscule, moins elles sont parfaites et plus elles paraissent vraies. Les tenues peuvent briller, la scène peut être immense, mais ce qui change vraiment, c'est leur honnêteté. Le film te chuchote presque, méfie-toi de ce qui est trop parfait, parce que la perfection totale cache souvent une fin derrière. Et quand tu revois le film avec ça en tête, c'est flippant de réaliser qu'il te prévenait depuis le début, mais que tu étais trop occupé tôt à chanter et à danser avec elle. La troisième chose ignorée, c'est que l'attaque principale dans le film n'est pas physique, elle est psychologique. L'arme la plus puissante du méchant, ce n'est pas juste sa force démoniaque, c'est la honte collective. C'est la manipulation de l'idolâtrie. C'est le fait de transformer ce que ressent tout un groupe en carburant. Quand Rumi est exposé, le choc ne se produit pas seulement à l'intérieur du groupe, il explose dans la foule. Le public réagit avec peur, jugement, rejet, et tout ça devient énergie. Le film ne traite pas la honte comme un sentiment triste, il traite la honte comme un portail, une fissure par laquelle le désastre entre. Et je trouve ça génial, et un peu cruel, parce que le film te met à la place du public. Toi aussi tu ressens l'impact, toi aussi tu comprends la réaction. Et là, tu réalises, le film parle de nous, des fans, de la façon dont on aime et dont on détruit avec la même facilité, de la façon dont l'idolâtrie peut être caresse et peut être l'âme. Et c'est là que la quatrième chose ignorée devient encore plus forte. La dispute entre Rumi, Mira et Zoé n'est pas un drama pour remplir le temps. C'est le cœur de l'histoire. Le film aurait pu choisir l'amitié parfaite, celle des affiches promotionnelles, avec pardon instantané et câlins synchronisés. Mais il préfère montrer une rupture réelle, une vraie blessure, un vrai silence. Et c'est beaucoup plus courageux qu'on ne le pense, parce que c'est inconfortable à regarder. Tu vois le trio se fissurer et tu te dis « Non, 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 réconciliez-vous vite ». Sauf que le film refuse. Il oblige les trois à affronter le prix humain du fait de cacher qui tu es.
La chose que la plupart des gens ignorent ici, c'est que le film ne punit pas Rumi parce qu'elle a des secrets. Il montre que le secret ronge la relation. La honte isole, et l'isolement affaiblit tout le monde. Quand elles se reconnectent, quand elles se choisissent à nouveau, ce n'est pas parce que tout va bien maintenant, c'est parce qu'elles décident de traverser la vérité ensemble, même si ça fait mal. Et c'est ça pour moi qui rend le trio aussi puissant. Ce n'est pas qu'elles ne se cassent jamais, c'est qu'elles reviennent. Maintenant, la 5e chose, celle qui change ta façon de comprendre la fin, c'est ça. K-Pop Demon Hunter se termine comme une conclusion, mais en vrai, ça se termine comme le début d'une nouvelle ère. La honeymoon finale n'est pas juste jolie, c'est un signe que le monde a été reconfiguré. Avant, les chasseuses vivaient dans le secret, en portant un poids caché. Après, le secret explose et devient savoir collectif. La scène devient un vrai champ de bataille. La connexion avec la communauté de fans n'est plus juste de l'énergie, ça devient une responsabilité. Et ça change tout. Parce que quand une histoire se termine avec un monde transformé, tu comprends que les menaces suivantes n'ont pas besoin d'être plus grandes, elles ont juste besoin d'être plus malignes. Un nouvel ennemi n'a pas besoin d'apparaître comme un énorme monstre. Il peut apparaître comme une rumeur, comme un culte, comme une manipulation de masse, comme une obsession, comme tout ce qui a toujours existé dans la communauté de fans, sauf que maintenant, il y a assez de pouvoir pour que ça redevienne une fissure. Et le détail le plus cruel, c'est que la fin dit aussi clairement une chose. Les marques ne sont pas de la honte. Les cicatrices ne sont pas des échecs. L'histoire se clôt en disant que ce que tu as essayé de cacher peut devenir le symbole de qui tu es et pas de ce que tu devrais craindre d'être. Quand tu revois le film en sachant ça, tout change. La honte de Rumi n'est pas un obstacle aléatoire. C'est le thème central qui prend forme. Toute l'histoire tourne autour d'une question simple et brutale. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de te cacher et que tu laisses le monde te voir? Alors maintenant, c'est à toi. Laquelle de ces 5 choses tu n'avais vraiment pas remarqué? La honeymoon comme thermomètre de la communauté de fans, les couleurs et l'esthétique comme avertissement, la honte comme portail, la dispute comme cœur du trio, ou la fin comme début d'une nouvelle ère? Dis-moi en commentaire quel détail t'a retourné le cerveau. Et dis-moi aussi quelle chose ignorée tu rajouterais dans cette liste, parce que je sais que tu en as une. Et s'il te plaît, revois le film avec ces 5 points en tête. Tu vas voir que K-Pop Demon Hunters te disait la vérité depuis le début, sauf que tu étais trop occupé à regarder les paillettes.